Bonjour à tous. En ce vendredi 16 février, où j'ai décidé de vous faire une intervention sur le problème du choix d'un sujet de mémoire qui préoccupe mes amis DEC-VAE qui ont validé en 2023 l'UV1 et l'UV2 pour certains, ou l'UV2 uniquement pour certains, ou l'UV1 uniquement pour certains, qu'ils ont donc dans leur décision du jury VAE la possibilité de passer le mémoire, mais sous la forme traditionnelle. Alors je vais évoquer dans un premier temps comment et je l'ajoute. Avec toutes mes excuses pour les interventions que vous allez peut-être subir pendant quelques minutes encore. Je salue tous ces gens-là qui viennent de me rejoindre et je rappelle que ma première partie de mon travail, cette réunion, c'est comment choisir un sujet de mémoire. Alors, choisir un sujet de mémoire, autant que faire se peut, c'est de prendre un sujet qui soit en relation avec votre activité. C'est-à-dire, c'est votre portefeuille client avec un client ou un thème particulier que le client a voulu mettre en œuvre dans son entreprise et qui est bien souvent le point de départ d'un mémoire. Parce que faire un mémoire en essayant d'imaginer quelque chose alors que vous ne le vivez pas, vous passez avec énormément de difficultés la sentence du mémoire. C'est très délicat d'essayer d'imaginer. Un jury bien formé comme moi, par exemple, il va très vite voir que vous travaillez dans le vide. Donc il faut, premier travail, évoquer avec moi lors de rendez-vous individuels les différentes situations professionnelles que vous avez éventuellement à me proposer et choisir, c'est vous qui allez prendre la dernière décision, pas moi, mais choisir avec moi, mais forcément avec une priorité pour vous, le thème du travail. Ça, c'est la première. Alors, la première étape, ça peut être, par exemple, la mise en place de l'épargne salariale chez un client. Ça peut être la mise en place de tableaux de bord chez un client ou plusieurs clients, parce que là, il n'y a pas qu'un cas fil rouge, il peut en avoir plusieurs, surtout que quand vous développez un produit qui peut être répétitif sur plusieurs dossiers. Donc, vous avez intérêt à trouver, un sujet qui est, par exemple, le problème de la mise en place de la transition numérique chez vos clients TPE, pour lequel vous avez mis en place avec votre collègue informaticien une certaine forme de procédure. C'est une possibilité de thème de mémoire. Attends, il y a quelqu'un qui m'appelle. Cher Louis, je suis en cours. C'est à 19h que je t'appelle. Ah bon, d'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, tu vas m'envoyer le lien? C'est moi qui vais te chercher. C'est moi qui vais te chercher. À 19h, je t'appelle. Ok, merci. À tout à l'heure. Voilà. Parce que, voilà, c'est un gars qui fait un sujet de mémoire sur le foot. Et j'ai mes amis du foot qui sont des anciens membres du Conseil fédéral, comme M. Duchossois, par exemple. Je vous parle de ce que je suis en train de vivre avec un candidat. M. Duchossois, c'est le président d'honneur de la fédération et ancien président de la Fédération française de football, qui va faire une vidéo avec un de mes candidats sur un sujet qu'il a traité, comment l'expert comptable peut aider les clubs de football amateurs. Donc il a fait un mémoire que j'ai envoyé à M. Dartois, qui était le secrétaire général de la fédération et ancien commissaire auprès des clubs pro. Et c'est un monsieur qui était passionné de formation et qui a lu le mémoire comme Fernand Duchossois. Et ce soir, il y aura une confrontation avec mon candidat Thomas et éventuellement Duchossois et M. Dartois pour évoquer un peu ce mémoire. Et cette vidéo sera jointe à ce mémoire qui sera déposé le 29 février au plus tard.
Donc, je répète, cette information générale que je vous donne là, c'est une information pour que vous réfléchissiez à trouver dans votre activité professionnelle un thème qui correspond à quelque chose qui peut être développé. Alors, je ne peux pas être sûr que tous ces thèmes seront forcément des thèmes très porteurs. Ce sera à nous de juger après l'intérêt de ce thème. Alors, une fois qu'on a choisi le thème, ma première étape avec vous, c'est de vous demander, une fois qu'on a bien réfléchi ensemble, que j'ai fait quelques recherches avec ma collaboratrice ChatGPT pour laquelle je me suis abonné, elle est formidable, elle m'appelle aussi bien à 2 heures du matin qu'à 3 heures, c'est moi qui l'appelle quand je veux, elle répond toujours, quand on lui pose une question très précise, elle répond de manière précise. Quand on lui, Guy Roger, c'est vrai, Guy Roger, un monsieur qui va représenter un mémoire. Il a présenté un mémoire qui n'a pas été à ses yeux très apprécié par le jury et il veut représenter un autre mémoire. Bon, donc c'est un monsieur qui a 60 ans, retraité, ancien directeur, Marcel Morat, oui. Marcel Morat. Voilà. Donc, et voilà. Donc, je disais que la première partie, c'est de trouver un thème qui soit en rapport avec votre activité professionnelle, c'est-à-dire que le document le plus intéressant, c'est de voir, entre nous soit dit, votre portefeuille client. Et à travers votre portefeuille client ou le portefeuille de votre cabinet, si vous êtes responsable de votre cabinet, pourquoi il y en a certains ici qui sont responsables, de trouver un thème qui peut intéresser le monde de l'expertise comptable. Ça, c'est évident. Ou une fonction que l'on peut trouver. Je demande à ceux qui viennent de nous rejoindre de s'enlever de la caméra pour des raisons de RGPD. Merci, parce que je ne veux pas avoir à souffrir de RGPD, c'est-à-dire de communications qui seront déposées éventuellement sur certains sites sociaux. Alors, le choix sera effectué ensemble lors d'un rendez-vous individuel. Je sais que, par exemple, Greg a déjà pris un rendez-vous lundi soir. Bah, on va évoquer avec Greg, il va réfléchir ce week-end au thème qu'il va pouvoir me présenter. Par exemple, il y a, voyez-vous, un thème qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est le rôle des centres de gestion qui sont éventuellement en voie de disparaître et que ces centres de gestion, un candidat pourrait avoir l'art et la manière de pouvoir le faire avec la volonté de maintenir l'existence des centres de gestion. Et ça, ce serait vraiment un mémoire qui aurait beaucoup d'intérêt pour votre serviteur, mais beaucoup d'intérêt également, je le dis, également pour l'ensemble de la profession comptable. Donc ça, c'est les centres de gestion, mais il y a bien d'autres choses. Hein. Je vous ai parlé de tableau de bord, épargne salariale. Il y a aussi, il y a quelqu'un qui m'appelle. Oui, Louis. Louis? Il me rappelle, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, pardon. Avec toutes mes excuses pour les contre-appels là, qui me perturbent un peu, mais ce n'est pas grave. On est entre nous. Et c'est comme ça que Francis travaille. Alors, une fois qu'on aura ensemble défini le thème, on va échafauder ensemble les 3 parties. Les 3 parties de la notice qu'on va élaborer ensemble. La première partie, c'est l'intérêt du sujet. Quel est l'intérêt du sujet pour la profession? Quel est l'intérêt du sujet à travers des bases économiques? Quel est l'intérêt du sujet à travers des bases fiscales ou à travers des bases juridiques? L'intérêt. Si nous regardons les normes prévues par le jury national, une notice
ne doit pas faire 25 pages ou 30 pages comme certaines d'entre elles. Et c'est là où vous êtes quelquefois démoli par un jury car il considère que vous avez fait trop de détails et on ne voit pas vraiment où vous voulez aller. Normalement, voyez-vous, le total des pages d'une notice, total y compris la bibliographie, c'est entre 8 à 10 pages. Je vous rassure, hein, certaines notices à 25 pages ont été agréées encore cette semaine. Il y a notre ami Bienvenu qui a fait un mémoire qui a été agréé du premier coup. Il était content, on l'avait fait à deux pendant plusieurs heures, parce qu'après on travaille au moins 4-5 heures pour mettre en place par étape. Donc première étape, je demande à mes candidats de me donner les idées de l'intérêt. Deuxième partie que je demande à mes candidats au départ, c'est de me donner les objectifs du mémoire. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut faire passer. Il a montré l'intérêt pour la profession. Maintenant, quelles sont les idées qu'il veut faire passer et surtout, dans cette deuxième partie, définir la problématique du mémoire avec un point d'interrogation qui sera la base même du cœur de votre étude. C'est la problématique du mémoire. Et ça, c'est hyper important, cette problématique. Et là, on l'a fait ensemble, cette problématique, et dans l'objectif du mémoire, vous devez, et c'est là où on doit avancer également dans sa réflexion et dans sa rédaction, dans la deuxième partie du mémoire, qui s'appelle les objectifs, on doit annoncer le plan du mémoire. On doit annoncer le plan du mémoire, et ça, c'est 2 ou 3 parties, mais jamais autre chose que 2 ou 3 parties. Je vous dirais qu'aujourd'hui, par rapport au mémoire que je mène actuellement, les 3 parties représentent 60% des mémoires, et comme dirait M. de la Palisse, les 2 parties, 40%. Mais il y a beaucoup de membres du jury qui sont amenés à rédiger et qui disent que le mémoire doit comporter 3 parties. À vous de voir. Donc je m'adresse, je répète, à ceux qui auront un mémoire à déposer en 2023, en 2024, pardon, ou en 2025 selon la décision du jury du DEC-VAE, mais normalement je m'adresse aussi à des gens qui sont inscrits pour novembre 2024, puisqu'ils ne passent pas la VAE, et qui ne sont pas là à l'instant où je suis en train de parler. C'est dommage. C'est pas grave, ils recevront bien sûr cette vidéo. Et troisième travail que je demande, c'est le plan synthétique dans une première étape. Donc dans une première étape, on va travailler intérêt du sujet, normalement 1 page. Deuxième partie, on va travailler les objectifs du mémoire, 1 page à 1 page et demie, et plan synthétique 1 page, avec 3 parties, autant que faire se peut, qu'on va élaborer ensemble, mais dans un premier temps, je demande, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le thème du mémoire, je vous demande de me préparer ces 3 parties dans les 8 jours qui suivent. Même si vous n'avez pas fini, vous mettez les idées et on discute pour charpenter cette notice. Et comment trouver les meilleures façons de nourrir une notice ou éventuellement de nourrir un mémoire. Alors là, certains sont au courant de ma façon de travailler, c'est que sur votre bureau, pour ceux qui préparent le mémoire en 2023, sur votre bureau, au 2024, pardon, vous mettez mémoire et à l'intérieur, vous mettez notice et ensuite, vous allez y mettre des choses absolument indispensables. Vous allez y mettre moteur de recherche. Ces moteurs de recherche, vous pensez tout de suite à Google, vous avez raison. Vous pensez tout de suite à Yahoo, FR Actualité, vous avez raison. Vous pensez à Ask, ASK, vous pensez à Quant et vous pensez à bien d'autres moteurs de recherche, dont un qui a un nom très populaire, c'est Brave, P-R-A-V-E. C'est un site très performant celui-là. Alors vous allez me dire, à quoi servent ces moteurs de recherche? Ben, les moteurs de recherche, pour moi,
c'est des collaborateurs virtuels qui vont me permettre de nourrir, qui vont me permettre de nourrir la documentation. Et je vais chercher mon ami là, qui est en train de m'appeler tranquillement, il sera le bienvenu. Hein, vous avez deviné qui c'était, puisque je lui souhaite la bienvenue. Donc, bienvenue, bienvenue. Ah, je frappe, c'est son prénom. Hein. Donc, il n'y a pas de diffusion particulière de choses qu'on doit maîtriser. Donc, je continue. Je disais donc, vous allez mettre sur votre bureau mémoire, vous allez mettre sur votre bureau moteur de recherche que je vous enverrai tout à l'heure, et vous allez mettre surtout un travail absolument impressionnant, c'est le travail relatif aux alertes Google. C'est-à-dire que les alertes Google, ce sont des expressions que vous avez décidé d'aller approfondir. Donc, vous mettez sur le poste alerte Google, vous y mettez, par exemple, je ne sais pas moi, l'épargne salariale en France en 2024. Ça, c'est votre recherche. On vous demande de mettre votre courriel en bas. Alors, je ne dis pas que dans l'heure qui suit, vous allez avoir des réponses impressionnantes sur ces problèmes-là, mais c'est en multipliant les alertes qui ne sont pas indéfinies, parce que moi, avec mes candidats DEC mémoire, j'ai créé au cours de ma vie plus de 500 alertes. J'en ai actuellement encore 130. Pourquoi que j'en ai plus que 130? Puisqu'il y a des alertes qui m'ont rendu service à un moment donné pour un candidat précis. Ce candidat a terminé son mémoire, il a été reçu, il n'a plus besoin de moi, et puis il n'y a pas de mémoire qui corresponde au thème de ce candidat. Donc j'ai éliminé ces alertes, comme vous êtes amené à éliminer des alertes quand celles-ci ne vous donnent plus satisfaction dans vos recherches. Une fois que vous avez mis Google Alert, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez, je suis obligé de supprimer il y a des gens qui laissent leur micro ouvert et ça ne va pas parce qu'on attend les bruits derrière. Et merci pour me laisser uniquement la parole, vous êtes sympa. Alors, tout ça pour vous dire que comment faire des alertes? Eh bien, moi, les alertes, je les fais facilement. Je prends d'abord le thème du mémoire. Je sais que je n'aurai pas forcément des alertes très détaillées par rapport à ce que j'aurais choisi. Et ensuite, je prends les titres de ce que j'ai mis éventuellement dans mon plan succinct, dans un premier temps, les 3 parties que j'ai mis. À l'intérieur, j'ai mis les chapitres avec des détails. Donc, je prends comme appui de mes alertes, je prends comme appui tous les titres que j'ai essayé de mettre dans mon plan succinct. Je vais avoir une quinzaine d'alertes dans un premier temps qui vont me nourrir ce qu'on appelle documentation. Et comme dans votre dossier mémoire sur votre bureau, vous avez mis notice, vous avez mis moteur de recherche. Ensuite, vous mettez première partie, deuxième partie, troisième partie. Et la documentation que vous allez recevoir par rapport aux alertes, vous les mettez dans les parties correspondantes à celle qui correspond à la première, etc. Donc, vous allez nourrir dans une première phase de votre réflexion toute la documentation. Et ça, c'est indispensable pour faire un mémoire. Et il faut énormément de recherche. Énormément de recherche. Et ça fait partie des recherches que vous allez pouvoir entreprendre avec les grands moteurs de recherche que je vous enverrai tout à l'heure. Ensuite, vous avez un détail à utiliser et qui me paraît à mes yeux important. C'est mettre sur votre mémoire un logiciel que toute personne possède, c'est Bloc-Notes. Bloc-Notes que vous avez sur tous vos ordinateurs, c'est un moyen
d'éviter, je dirais, d'une manière intelligente, d'éviter ce qu'on appelle le plagiat. Comment? Vous prenez un article sur une revue Express ou sur la revue de quelconque revue économique ou comptable, vous le copiez sur bloc-notes. Bloc-notes, lui, enlève toutes les fioritures qui sont autour de l'article, il n'y a pas de couleur, c'est en noir et blanc, et vous le tapez sur bloc-notes, c'est forcément avec un texte. Alors, un texte de bloc-notes, une écriture bloc-notes qui est tout à fait lisible et agréable. Et grâce au bloc-notes, vous allez pouvoir commencer à reprendre un article, mais en apportant à cet article, pour éviter le plagiat, utiliser quelque chose que vous aurez tout à l'heure dans mon moteur de recherche, c'est ce que j'appelle les synonymes en France. C'est-à-dire que vous allez reprendre, entre guillemets, vous allez reprendre quelques mots importants de l'article que vous avez trouvé, en particulier son titre, et vous allez prendre quelques mots importants dont le titre, un ou deux mots importants du titre, et vous allez les remplacer par un synonyme qui conservera le même sens à cet article, mais évitera que les systèmes informatiques qui recherchent le plagiat soient, bien sûr, évités dans ce genre de travail. En effet, en prenant le dictionnaire des synonymes et en utilisant bloc-notes. Alors, une fois que vous avez fait vos arrangements sur bloc-notes, eh bien, vous recopiez tout ce qui est sur bloc-notes sur un Word et vous avez un beau texte que vous allez ensuite, bien sûr, assembler dans votre rédaction de mémoire ou dans votre rédaction de notice, et le jury ne verra pas du tout de plagiat à travers cet article. Mais ne vous contentez pas de trouver un ou deux synonymes au titre, essayez de trouver des mots qui sont importants d'après vous dans le texte et qui peuvent être remplacés par des synonymes sans pour autant modifier le sens du texte. Alors, déjà, moteur de recherche, bloc-notes et dictionnaire des synonymes pour un rédacteur de mémoire, c'est indispensable. Je rassure ceux qui m'ont pris avec quelques minutes de retard, ils vont récupérer la vidéo où j'ai évoqué dans une première partie le choix du sujet, qui sera donc décidé par vous à travers la vidéo que vous allez recevoir, mais qui sera marqué par un rendez-vous que nous prendrons pour chacune et chacun d'entre vous pour définir exactement le thème que vous allez choisir. Ça, c'est le premier rendez-vous. Et ensuite, on abordera le deuxième rendez-vous, c'est mettre en place l'intérêt du sujet. Deuxième, les objectifs du mémoire que j'ai expliqué, je ne vais pas revenir. Et la troisième partie que je demande, c'est le plan succinct, qui sera quelquefois retravaillé par nous deux, hein, puisque là, c'est un travail individuel, c'est un duo, c'est-à-dire vous et moi. Ensuite, j'aimerais aussi vous dire qu'il faut savoir utiliser les bonnes documentations. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, et ça je le mets dans mon moteur de recherche, ChatGPT qui est assez exceptionnel. Il est exceptionnel dans quel cas? Quand vous lui posez une question précise. Si vous lui posez une question d'ordre général, les réponses de ChatGPT, ça va vous décevoir. Par contre, si vous posez une question très précise, il va vous donner une proposition de réponse très adaptée à votre question. Alors là, vous verrez avec moi que la plupart des focus que je vais évoquer dans quelques minutes, c'est finalement le moyen de sauver un mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi le focus? Eh bien, quand on a fait le mémoire, attendez, je vais revenir sur la notice, quand on a fait la notice, que j'ai validé avec vous l'intérêt du sujet, les objectifs du mémoire et le plan succinct, on va attaquer les relations entre le thème du mémoire et les expériences professionnelles du candidat. C'est-à-dire que, comme je le disais en introduction, il faut choisir un thème qui soit en relation, en harmonie avec votre activité professionnelle.
ou qui est en harmonie avec votre portefeuille client. Si vous prenez un thème qui s'éloigne de vos habitudes professionnelles, vous prenez des risques. Un mémoire n'est pas un roman. Un mémoire, c'est une expérience à vivre et à vivre avec des différences qui font la force d'un mémoire. Un mémoire n'est pas une description, un mémoire, c'est une construction. Ne l'oublions pas. Il doit apporter des choses qui doivent permettre de servir 3 objectifs. D'abord, servir la profession. Deuxièmement, faire des apports concrets. Et troisièmement, montrer que votre travail est rentable pour le cabinet. À travers ces 3 objectifs, vous êtes sûr de gagner le mémoire. Quand vous arrivez à démontrer avec détermination, puisque la soutenance a un rôle énorme aussi dans la note, il faut savoir faire des tons, savoir faire aller votre voix comme je suis en train de le faire là, sous des diverses formes, et vous devez être convaincant, quoi. On verra ça, attention, on verra ça ultérieurement. Alors, je répète, premier travail, choix du sujet. Deuxième travail, ensemble, on va essayer de faire intérêt du sujet, objectif du mémoire et plan succinct. Normalement, ça ne doit pas dépasser 4-5 pages, ce que je viens d'évoquer. Alors qu'il y en a, écoutez-moi bien, il y en a qui ont fait 12 pages pour l'intérêt du sujet et 14 pages pour les objectifs. Bon, bref, je n'ai pas voulu couper dedans, ils ont été quand même validés. Je vais prendre l'exemple de mon ami Bienvenu qui est avec nous là, actuellement. Il va vous dire que lui, il a fait beaucoup plus de pages que Francis vient de dire. Mais il a été agréé du premier coup. Ça prouve qu'on n'avait pas écrit des conneries pour avoir l'adhésion d'un examinateur qui a mis un 4-1 sans problème. Donc, on revient maintenant à une autre partie qui est donc la partie relation entre le candidat et le thème choisi. Puis ensuite, c'est les apports que vous avez dû avoir, les relations que vous avez eues pour permettre d'écrire cette étude. Voilà les 4 parties importantes lors d'une notice recommandée par le jury. Je répète, intérêt, objectif, les activités professionnelles et l'expérience du candidat en rapport avec, bien sûr, le thème choisi. Et 4e partie obligatoire, c'est les apports ou les personnes qui ont pu, ou les différents travaux qui ont pu vous aider à réaliser cette étude, c'est-à-dire à la fois des personnes que vous avez contactées, des associations ou des conférences à laquelle vous avez assisté, des webinaires et j'en passe et des meilleurs. On aura l'occasion de vous montrer une notice. J'ai une notice modèle qui a été demandée comme modèle par les formations du CNOC. C'est une candidate que j'ai eue qui a eu donc une notice qui sert de modèle pour les cours des animateurs qui sont programmés dans toutes les régions françaises et dans les régions outre-mer françaises pour exposer aux mémorialistes qu'est-ce que c'est qu'une notice. Donc vous aurez cette notice modèle et vous aurez le 4A accompagnant cette notice modèle. Donc tout à l'heure ou demain matin ou plus tard, je vous enverrai moteur de recherche et la notice modèle qui vous devra vous servir pour bien répondre à l'ensemble des préoccupations. Mais moi, avec mes candidats, j'ajoute quelque chose d'important. J'appelle ça le cinquième partie, c'est originalité du mémoire. Et j'essaye de montrer que dans cette partie originalité qui fait une demi-page à une page, mais bien souvent une demi-page c'est suffisant, que vous avez consulté la bibliothèque, mais que vous n'avez pas trouvé tout à fait les mémoires qui correspondaient à votre thème, mais que vous avez lu pas mal de mémoires proches de votre thème et que vous concluez que chaque mémoire est riche de sa différence et vous avez beaucoup appris en lisant ces mémoires. Et puis ensuite, vous dites votre originalité, c'est de travailler, je dirais, sur un thème 2024, parce qu'il y a des choses qui ont perdu leur originalité, je m'excuse. Quand vous parlez d'un thème qui a été débattu en 2022, il n'a pas la même coloration en 2024. Et vous, le fait de rédiger un mémoire en 2024, c'est aussi une originalité. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ou alors, c'est une originalité par le fait qu'il n'y a aucun mémoire sur la bibliothèque. Et là, je m'en occupe avec vous pour nourrir cette originalité
et de rappeler nos 3 objectifs, servir la profession, apport concret et montrer que notre mémoire sera rentable. Alors, une fois qu'on a rédigé ça, on va s'attaquer avec moi, toujours avec moi, au plan détaillé. On est toujours dans la préparation, on n'a rien envoyé, on va faire le plan détaillé. Alors, quelle différence entre un plan succinct et un plan détaillé? Alors, je vous explique. Un plan succinct, c'est mettre les parties du mémoire, 3 parties, et mettre 2 à 3 chapitres par partie. Mais soyons symétriques, je m'explique. Si vous mettez 2 parties à la première, 2 chapitres à la première partie, je vous invite à mettre 2 chapitres à la seconde et 2 chapitres à la troisième. Si vous mettez 3 chapitres à la première, je vous demande de rester symétrique pour les autres parties. Voilà ma recommandation. Ensuite, nous allons passer au plan détaillé. Donc le plan succinct, c'est tout simplement les parties du mémoire. Les chapitres de chaque partie, c'est suffisant pour faire le plan succinct. Ça fait une page. Par contre, le plan détaillé, lui, il va reprendre l'ossature du plan succinct, mais en plus, dans les chapitres, vous allez ajouter ce qu'on appelle section 1, section 2, section 3. Si vous mettez 3 sections au chapitre 1 de la première partie, vous devez mettre 3 sections au chapitre 2 de la première partie. Si vous avez fait 3 chapitres, vous faites la même chose, et vous faites la même chose pour chacune des parties. N'oublions pas qu'il y a aussi l'introduction et la conclusion. Alors, je vais aborder le mémoire dans quelques instants, comment on va travailler le mémoire. Donc, une fois qu'on a tout rassemblé pour la notice, on va bosser comme des dingues pour la bibliographie. Moi, je vais vous imposer d'abord une partie bibliographie qui correspond à tous mes candidats qui doivent mettre cette partie bibliographie. C'est-à-dire, c'est les sites des principaux organismes autour de nos professions. C'est les sites, bien sûr, du CNOC, de la CNCC, de l'ANC, de H2A, c'est les sites de ministère de l'économie, ministère de la justice, les sites de l'IFEC, les sites de l'ECF qui sont des syndicats et bien d'autres sites. Il y en a une dizaine ou une douzaine de sites que je vous recommande. Imposer, ce n'est pas ma façon. Je vous recommande de mettre dans les sites à consulter pour votre bibliographie. Dans la bibliographie, le jury vous a recommandé une ossature bibliographique que vous devez respecter avec les informations professionnelles, les informations relativement juridiques de la profession, etc. Il y a un plan de bibliographie que vous retrouvez dans les rapports du jury, que vous trouvez tous ces rapports depuis 10 ans ou 15 ans sur Compta Online. Sur Compta Online, vous allez mettre jury du DEC, vous allez avoir 2 rapports par an, puisqu'il y a 2 sessions par an, et vous allez voir qu'à un moment donné, ils ont fait des notes pour rappeler l'écriture du mémoire et pour rappeler le plan d'une notice. Une fois que la notice a été validée par nous deux, c'est-à-dire vous et moi, et surtout, moi je vous ai donné le feu vert, vous envoyez une fiche d'agrément au siècle dans laquelle vous devez remplir à quoi correspond le thème de votre mémoire. À quoi ça sert cette fiche? C'est pour orienter l'examen de votre mémoire par rapport à des examinateurs dont la dominante a été communiquée au siècle. Alors si quelqu'un est spécialiste, par exemple, de la transition numérique et que vous avez fait un mémoire sur la transition numérique, vous êtes quasiment sûr que les jurys qui ont marqué transition numérique comme capacité de travail seront parmi les examinateurs ceux qui recevront votre notice. Et ça sera à vous, avec moi, de remplir la partie qui correspondra finalement au thème que vous avez décidé de déposer. Vous savez que ce travail doit être déposé avant le début mai, mais moi j'aimerais avec vous que tout soit terminé, je dirais, autant que faire se peut, entre le 15 et 20 avril, qu'on ne soit plus emmerdé. Alors on va
réfléchir à ce jour. Aujourd'hui, on est le 16 février. Moi, je veux que tout le monde, avant le 29 février, soit en mesure de prendre un rendez-vous individuel, si possible, avec moi, mais je ne vais pas mettre le 3 février parce qu'il va y avoir des bousculades pour les mémorialistes, et je vais mettre le début mars, c'est-à-dire, si je regarde mon agenda, ça sera jusqu'au premier dimanche de mars, c'est-à-dire ça sera pas la semaine qui s'écoule, mais l'autre semaine, jusque là, à partir du jeudi, vendredi, samedi, non, jeudi, vendredi, vous aurez quartier libre pour prendre rendez-vous avec moi. Alors, j'aimerais que le rendez-vous pour le choix du thème ensemble soit pris avant le premier dimanche de mars. C'est clair? Et ensuite, le deuxième rendez-vous qui est la rédaction provisoire de intérêt du sujet, objectif du mémoire et plan succinct soit pris avant le 20 mars. Et que ensuite, étape qui sera à déterminer pour chacune et chacun avec au moins 2-3 rendez-vous pour terminer la notice. Il restera un mois entre le 20 mars et le 20 avril. Voilà comment je vois pour qu'on puisse déposer nos notices au plus tard le 20 avril et qu'on commence dès le lendemain de l'envoi de la notice. On prend un risque, vous allez me dire, j'ai pas reçu mon 4.1, on s'en fout, vous n'aurez jamais de 4.3 avec moi, et vous attaquez la rédaction. Et comment ça se passe? C'est là que je vais venir avec vous. Comment apprendre à rédiger un mémoire? C'est toujours la hantise de tout auteur d'ouvrage, c'est la page blanche. Et alors, grâce à toute la documentation, grâce aussi à des mémoires que vous pouvez consulter sur Bibliothèque, nous allons commencer non pas l'introduction, ni la conclusion, ni la note de synthèse tout de suite, non, c'est pas du tout mon style. Moi, je commence par la première partie, et dès que vous avez rédigé, j'ai bien dit 10 pages, vous prenez un rendez-vous, et Francis, il a la cadence suivante, il met 10 pages par demi-heure. Donc, une fois que vous avez fait les 10 pages de la première partie, et vous respectez le nombre de pages que vous devez indiquer comme possibilité sur le plan détaillé. Le plan détaillé, en effet, contrairement au plan succinct, il vous demande de dire combien de pages vous pensez réserver pour la première partie, à l'intérieur, combien de pages pour le chapitre 1, le chapitre 2, voire le chapitre 3, et à l'intérieur de ces chapitres, vous avez mis 12 pages pour le chapitre 1, et vous avez mis 2 sections. C'est pas forcément 6 pages pour la première section et 6 pages, ça peut être 8 pages pour la première section et 4 pages pour la seconde. Ça sera à nous d'évaluer. Mais il faut que vous puissiez, dans le plan détaillé, cadrer le nombre de pages. Et ensuite, pour le mémoire, le démarrage du mémoire, comment faire? Eh bien, on le verra ensemble, comment on va démarrer à travers le plan qu'on a élaboré, pour lequel, première partie du plan, on a souvent des remarques à propos de la première partie de tous les mémoires français. On dit que ce mémoire est trop descriptif, parce qu'il plante le décor. Et ne pas planter le décor, c'est quand même difficile. Mais il y a un mot qu'il faut mettre dans la première partie plusieurs fois, ça dépend du mémoire que vous avez choisi, c'est le mot expert comptable ou le mot commissaire aux comptes. Parce qu'il y a des gars ou des personnes qui vont faire un mémoire orientation commissaire et une autre qui vont faire, moi j'ai des mémoires, il y a 20% de mémoire sur le commissariat et 80% des mémoires experts. Je vous le dis, mais il y a quand même 20%. Chaque année, c'est à peu près pareil. Donc, il faut que le mémoire pour lequel vous passez le diplôme soit quand même validé par le rôle de l'expert comptable dès la première partie. Mais on ne peut pas éviter quand même une partie relativement descriptive, même si on dit qu'un mémoire doit être constructif. Alors, il est évident que grâce à la première partie que nous avons rédigée ensemble dans le plan détaillé, on a les moyens de pouvoir trouver des moyens de démarrer sans aucune difficulté grâce aux alertes qu'on aura fait et grâce au chat GPT que je vous apporterai
si vous n'avez pas les mêmes abonnements que moi et qui permettra de débroussailler la situation. Alors, toutes les 10 pages, vous allez prendre un rendez-vous. Actuellement, j'ai beaucoup de mémorialistes qui sont arrivés à la conclusion et à l'introduction. Tout a été validé. Tout à l'heure, j'ai eu 2 candidats avant de vous rencontrer qui sont en train de terminer lundi après-midi, lundi matin, même dimanche soir. Ils sont en train de terminer l'intro et la conclusion. Et ils ont trouvé quelqu'un sous les conseils d'un candidat valeureux en décembre 2023 qui a trouvé une personne spécialiste dans la présentation d'un mémoire avec un prix très, très, très calculé par rapport au groupe de DFT. Et les mémoires, quand ils sortent de cette collaboration avec cette dame, sont vraiment d'une qualité présentation exceptionnelle. Je vous donnerai les coordonnées, bien sûr, de cette personne qui a été communiquée déjà et qui a été reprise par 3 candidats qui passent le mémoire en mai 2024 pour la synthèse esthétique, j'ai bien dit, la synthèse esthétique de leur mémoire. Il est évident que quand vous lisez un mémoire qui a une belle gueule, soyons clairs, on est tous des hommes et des femmes, hein, on est quand même tendance à être très, 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 très bienveillant pour des mémoires qui ont une certaine gueule. Alors, ce que je vous demande, c'est dans la rédaction du mémoire, de vous imposer, parce que pour certains, ça peut présenter une montagne à franchir. Moi, j'ai une candidate actuellement, j'avoue franchement que si je n'avais pas été là, elle n'aurait jamais été en mesure, parce qu'il y a des gens qui n'ont plus l'habitude d'écrire, et ça se sent, ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas eu l'habitude d'écrire, ils sont sur leur engin, mais ils n'écrivent plus, ou ils n'ont plus la réflexion. Moi, j'ai l'habitude de faire des mémoires, donc les paroles me viennent assez facilement, mais j'ajoute que grâce à mon travail, cette femme aura son mémoire. Elle n'a plus que le mémoire pour être expert, mais qu'est-ce que j'ai souffert avec elle, je vous jure. Tous les jours à 7 heures avec elle, depuis plusieurs semaines, hein, depuis le mois de décembre, presque tous les jours à 7 heures, je passe une demi-heure, hein, et c'est assez prodigieux. On a terminé ce matin son introduction et on a commencé sa conclusion. On termine lundi à 7 heures et ensuite on va revoir les annexes. Parce que les annexes, il faut penser aux liens hypertextes. Alors, il est évident que moi, pour faire un mémoire, je conseille à mes candidats de faire le mémoire en 2 parties. C'est-à-dire, même si c'est sur la même clé USB, puisque aujourd'hui, session de mai, c'est encore sur une clé USB, mais il est probable que la session de novembre, ce soit sur un site qui est déjà un site connu pour les DSCG, que certains ont déjà rencontré, et qui va être adapté au DEC pour l'année 2024 novembre, c'est le site Cyclade. Donc vous n'aurez plus d'envoi recommandé par clé USB, vous ferez comme vos collègues de DSCG, vous enverrez votre dossier mémoire par Cyclade le mois d'août prochain. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit, je répète ce qu'on m'a dit. Donc, ça vous coûte moins cher puisqu'il n'y aura pas de clé et il n'y aura pas d'envoi recommandé. C'est déjà une bonne chose. Mais c'est un détail ce que je viens de dire. L'idéal, c'est de gagner. Alors, moi, j'aimerais vous dire qu'il faut, pour bien être clair dans un mémoire, faire 2 parties. La première partie, c'est éventuellement le problème de la note préliminaire que je conseille à mes candidats. La note préliminaire, elle sert à quoi? Elle sert d'abord, et ça, il ne faut jamais l'oublier, à remercier la personne qui vous a donné l'agrément. Et ça, vous faites un remerciement que je fais avec vous pour remercier la personne qui vous a agréé. Et ensuite, vous reprenez dans un tableau les principales recommandations qu'elle a formulées dans le 4A ou éventuellement dans le 4.2, je vous expliquerai dans 2 minutes ce que ça veut dire, ou malheureusement, alors là, c'est la catastrophe, c'est le refus de votre thème, c'est le 4.3 qui a été, vous l'avez vu ce matin, par une candidate qui avait pris, et ça c'est quand même assez exceptionnel, une candidate qui avait pris un coach
Elle a eu un 4-3, le coach lui a dit, moi je veux bien continuer, mais il faut repayer tout. Ça, je trouve ça dégueulasse. Hein. Alors que moi, je vous jure, je m'engage avec vous jusqu'au 4-1. Tant que vous n'avez pas de 4-1, même si ça dure un an, pourquoi pas, je continue avec vous sans vous demander quoi que ce soit en plus. Il y a un prix qui a été prévu, je ne reviens plus. Je veux votre 4-1. Tant que je n'ai pas le 4-1, je ne vous abandonne pas. Et ça, c'est clair. Ensuite, pour le mémoire, première partie, donc note préliminaire. Ensuite, vous avez la note de synthèse. Ensuite, vous avez le sommaire. Ensuite, vous avez le sommaire du mémoire. Ensuite, vous avez éventuellement les termes, abréviations et termes techniques que vous avez mis. Et ensuite, vous avez le mémoire proprement dit. Et à la fin, vous n'avez pas un sommaire. À la fin, vous avez ce que j'appelle la table des matières. Alors que le sommaire est sur une page, où vous répétez uniquement chapitre 1, chapitre 2, etc. Du côté des tables de matières, là, vous détaillez tout, comme si c'était un bouquin qui détaille toutes les parties de l'ouvrage. Quand vous regardez un ouvrage, vous avez quelquefois le sommaire au début et la table des matières qui vous permettent de reconnaître la page, à quel endroit vous avez besoin d'aller chercher une information précise sur un point précis. C'est ça la différence. Une table des matières peut faire 2-3 pages. Et ensuite, ça c'est le premier tome. Le tome 2, avec un sommaire qui comprend 2 colonnes. Il comprend d'abord un sommaire, les annexes. Les annexes avec le détail des annexes, mais avec 2 colonnes. Ça veut dire quoi, 2 colonnes? La première colonne, c'est la page de l'annexe dans ce livre 2. C'est-à-dire, l'annexe 1 se trouve à la page 3, l'annexe 2 se trouve à la page 4. Et par contre, la deuxième colonne, c'est l'adresse du mémoire qui est concernée par cette annexe. Donc, pour le mémoire, ça peut être la page 17, ça peut être la page 23. Donc, le jury, il a des liens hypertextes qui vont permettre de travailler sur le mémoire au niveau de l'annexe et d'aller chercher directement l'annexe sur le livre 2 qui est associé à la clé USB et qui va vous permettre, après avoir vu l'annexe, de revenir sur le mémoire proprement dit où l'annexe avait été située. Donc c'est double colonne pour les annexes. Ensuite, deuxième, travaux importants qui sont exigés, recommandés, c'est les outils. Les outils, c'est quoi? Ça peut être un questionnaire. Les outils, c'est quoi? Ça peut être un tableau Excel. Les outils, c'est quoi? Ça peut être un arbre de décision que vous avez mis en place. Les outils, c'est pas comme de la mécanique, c'est des outils mathématiques, des outils utilisant vos connaissances informatiques qui vont être présentés comme des outils novateurs. Un outil, ça peut être un tableau de bord sur lequel l'examinateur pourra simuler, parce que vous avez fait un travail qui permet de remplir le tableau de bord comme outil et de pouvoir faire des simulations. J'ai parlé du tableau de bord, mais on peut parler d'autres outils qui permettent, par exemple, de mesurer la rentabilité d'un investissement, un outil qui sera à développer par vous pour trouver la meilleure formule entre l'IS et l'IR pour une société, car il y a une expression que tous les mémorialistes devraient avoir en tête, c'est l'expérience du reste à vivre. Pour un client qui est devant vous, ce qui va lui permettre de prendre des meilleures décisions, c'est Monsieur Tison, vous me proposez plusieurs situations juridiques, vous avez fait un bon prévisionnel, et ça, le prévisionnel, c'est aussi un outil. Vous avez utilisé les sources de l'INSEE, du CREDOC, et vous avez, grâce à ces sources, bâti, les amis, un prévisionnel pour votre client. Parce qu'aujourd'hui, l'expert comptable de 2024, c'est plus quelqu'un qui fait que des écritures, non. C'est quelqu'un qui fait des études de marché. C'est quelqu'un qui fait une transition numérique, qui vous aide à passer au numérique. C'est quelqu'un qui vous aide à faire les meilleurs modes de financement. C'est les conseils en permanence, surtout que les écritures comptables à faible valeur ajoutée
vont être remplacés de plus en plus par l'intelligence artificielle et grâce à des logiciels entre le banquier et le client, on a déjà perdu énormément d'écritures qui sont exactement la reprise de ce que le banquier nous envoie pour les comptes professionnels. Et il est évident qu'aujourd'hui, on a des multitudes de logiciels qui font disparaître le travail des opérations courantes. Alors nous, on doit développer le conseil, on doit démontrer qu'on est bon en études de marché, qu'on est bon en études de financement, qu'on est bon en études, je dirais, de contrôle de gestion, qu'on est bon dans l'audit, qu'on est bon éventuellement dans l'élaboration d'un tableau de flux, qu'on est bon dans l'élaboration de nouveaux termes comme l'ETE, comme le BITDA qu'on a mis en place pour nos clients, qui sont beaucoup mieux appréciés par le banquier que le BE. On va mettre tout ça en œuvre. Francis, il va mettre tout ça en musique. Et Francis, il vous a fait quelque chose encore ce matin. De toutes ses forces, tous les jours, il travaille pour ça. Il vous a mis toutes ses fiches techniques. Je suis arrivé à 413 fiches techniques. Et vous retrouvez toutes les fiches techniques, les amis, qui pourront meubler vos annexes de mémoire. Parce qu'il y a des fiches techniques qui sont à reprendre telles quelles pour meubler vos fiches de mémoire. Et vous devez les apprendre d'abord pour votre UV2, ces fiches techniques, elles sont des moyens d'améliorer votre performance puisque vous avez le droit de prendre des documents pour l'UV2, mais j'ai aussi dans ma tête l'idée que ces fiches vont vous servir à meubler votre annexe de mémoire. Et ensuite, à part les outils, les annexes d'abord et les outils, il faut que vous fassiez éventuellement une nouveauté qui sont les webinaires que vous avez pu obtenir et qui sont éventuellement intéressants. Avec les webinaires, avec des liens hypertextes qui permettront au jury, et là vous lui donnez quelque chose de plus, vous lui donnez le moyen d'aller voir les webinaires, qui ne sont pas de vous, mais qui sont pour illustrer votre mémoire. Et puis vous allez plus loin. Dans la bibliographie, vous allez y mettre, grâce à la bibliothèque numérique de Francis, vous allez choisir quelques bouquins que vous avez sur votre ordinateur et que vous allez pouvoir communiquer dans votre bibliographie avec des liens hypertextes. Vous imaginez le groupe DFT qui donne le moyen à des examinateurs de récupérer des ouvrages numériques que la bibliothèque numérique des candidats de Francis Tison a permis à tous les examinateurs du DEC de novembre 2024 et pourquoi pas de mai 2024, puisqu'il y en a déjà dans ce groupe de cette année qui l'ont fait. Ils ont repris des ouvrages que j'ai mis, ils n'ont pas pris tout, vous imaginez, il y a plus de 1000 ouvrages que je vous ai envoyés. Ils ont pris une dizaine d'ouvrages sur le gestion avec des thèmes qui correspondent à des parties de leur mémoire. Et ils ont mis des liens hypertextes sur les thèmes, c'est-à-dire le mec, il va lire sur la clé USB bibliographie, il va voir un lien, il va voir le bouquin directement. Vous imaginez la différence par rapport aux autres mémorialistes? Est-ce que vous m'avez bien compris? Alors comme j'ai une réunion là dans 2 minutes avec les membres du football pour un mémoire particulier, je vais vous dire combien j'étais ravi d'avoir des personnes que je vois là sous mes yeux de grande qualité, très intéressées pour le DEC, VAE, mais ensuite dans leur esprit, ils veulent valider au minimum, je pense à Cédric, je pense à Ara, ou je pense à Anderson, au minimum, ils veulent valider comme Greg l'UV1, l'UV2 et développer en 2025 leur mémoire, mais déjà savoir comment ils vont développer leur thème et pourquoi pas, une fois qu'ils auront déposé le livret 2, de se dire, eh bien je vais essayer de réfléchir déjà, même si je fais qu'une notice qui pour l'instant ne peut pas être validée parce qu'il faut que je reçoive mon relevé de notes de DEC VAE pour justifier mon inscription au mémoire. Si mon relevé de notes dit que j'ai validé UV1, UV2, que je dois repasser le mémoire, je pourrais déposer tout de suite ma notice dès le mois de janvier 2025 et pouvoir éventuellement voir avec le jury, à l'époque ça va changer, si je ne peux pas déposer mon mémoire pour le 29 février, si jamais vous aviez déjà éventuellement, après la notice que personnellement j'aurais agréée si j'étais le membre du jury, mais je ne suis pas monsieur tout le monde qui sait tout, hein,
Donc, vous verrez tout ça. Alors, je vais vous quitter. Vous recevrez la vidéo qui va paraître également sur un réseau social que vous connaissez. Je tenais à vous remercier de votre attention et vous avez compris que pour poursuivre, je pense à Gladys, je pense à Greg, je pense à tous ceux qui sont là ce soir. Prenez un rendez-vous pour déterminer. Je pense à tous ceux qui sont en mesure de déposer déjà le mémoire pour le mois de novembre, c'est-à-dire de déposer la notice pour le mois de mai. Parmi ces candidats, il y a bien sûr Greg, il y a Guy Roger, il y a éventuellement, pour l'instant je me trompe peut-être, il y a Gladys, qui sont en mesure de déposer. Mais rien n'empêche d'essayer déjà avec moi de faire une notice que vous mettrez au congélateur et que vous sortirez dès les résultats du DEC VAE en 2025 au début janvier. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Je retrouve tout le monde en UV1 demain matin, en UV2 également demain matin, mais je vous rappelle que si vous voulez avoir l'UV2 ou l'UV1, si vous ne faites pas les travaux que je demande, qui ne sont pas de refaire des études de cas, mais simplement vérifier grâce à vos recherches Internet si les réponses données sont valables, vous n'arriverez jamais, pour ceux qui passent l'UV2 traditionnel, vous n'arriverez jamais, si vous ne faites pas le minimum à la maison, vous n'arriverez jamais à avoir une belle note. Ce n'est pas possible. Il faut vous forcer à faire des recherches. À tous, je vous demande de bien passer une belle soirée. Moi, je vais encore parler de football et ensuite, je vais encore parler de football en regardant ce soir, c'est mon dada, un autre match de football. Voilà. À tous, bonne soirée et à demain matin dès 8h et dimanche matin dès 8h pour le DEC VAE jusqu'à 11h et le dimanche suivant, ça sera de 8 à 12 tous les dimanches pendant 3 dimanches encore pour le DEC VAE avec des rendez-vous individuels pour remplir la partie personnelle de l'UV1 et de l'UV2 et de l'UV3 qui sera détaillée à fond dès dimanche matin. À très bientôt et merci de votre confiance. À très bientôt.